Voilà, je m'appelle Didier Claes, je suis donc marchand en art d'Afrique noire, spécialisé dans l'art du Congo. Et j'ai ma galerie qui est située à Excel, dans un quartier qui est dédié à l'art contemporain et à l'art moderne. Donc c'est un renouveau pour moi, puisqu'après 17 ans de galerie passée au salon, dans le quartier qui était assez le centre névralgique pour l'art africain, je me suis déplacé dans une nouvelle atmosphère dans laquelle je vous accueille aujourd'hui dans ma galerie qui porte mon nom. Ça fait 22 ans que je fais ce métier, exactement, mais j'ai 10, peut-être plus, mais plus ou moins, à une centaine d'ouvrages 30, 40 ans plus tard, et aujourd'hui on a quand même plusieurs milliers d'ouvrages uniquement dédiés à l'art africain. C'est quand même pas mal, parce qu'effectivement on a dû aussi vivre toutes les sorties des pièces, puisqu'il fallait, pour pouvoir parler de manière spécialisée sur certaines tribus ou sur certaines tendances sculpturales, d'avoir un palmarès de tout ça, un panorama de toutes les pièces qui sont sorties. Et comme il y a beaucoup d'objets qui sont sortis après les indépendances aussi, parce qu'il y a eu les grandes vagues de sorties au début du siècle, qui sont sorties par les colonisateurs, par les jésuites, par les explorateurs, enfin toute cette masse de pièces qui sont sorties entre la découverte de tous ces territoires jusqu'à l'indépendance. Et puis il y a eu après les indépendances, surtout dû à certaines guerres tribales, que pour parler du Congo, il y a eu des grandes vagues de sorties de pièces dans certains territoires, comme chez les Mba, chez les Songé, où il y a eu des pièces qui n'étaient pas connues au début du siècle, qui sont sorties un demi-siècle plus tard, parce que ces tribus étaient encore très protectrices de certaines de leurs pièces. Donc pour pouvoir avoir une idée du panorama des pièces qu'il peut avoir sur le marché, il fallait que presque toutes ces pièces soient sorties, ce qui était le cas quand même pour le Congo. Et donc là, on a pu avoir une idée un petit peu de ce qu'il y avait sur le marché. Et encore aujourd'hui, par exemple, sur une ethnie qui est l'ethnie des Songé, qui est une des plus grandes ethnies du Congo, le véritable ouvrage sur cette tribu n'est sorti qu'il y a un peu moins de 10 ans. Donc c'est pour dire, il y a encore aujourd'hui des grandes ethnies du Congo qui n'ont pas encore d'ouvrage dédié vraiment, mais c'est des choses qui se font tout doucement. Mais on a quand même des banques de données, il y a quand même des banques de données qui réunissent quand même le maximum de pièces, parce qu'il faut aussi pouvoir, pour parler de digitalisation, on est dans un monde aujourd'hui digital où la photographie est plus simple, où la communication est plus simple, où effectivement l'archivage est plus simple. Donc c'est vrai qu'on arrive de plus en plus dans ça. Et il existe des sites qui sont, comme le site de Yale University, euh, qui a pu répertorier quand même un bon nombre important de pièces. Mais au bas mot, je pourrais dire qu'on est certainement à peut-être encore que 20% de l'ensemble des pièces qui sont connues, mais aussi parce qu'on ne peut pas répertorier toutes les pièces, parce qu'il y a des pièces qui sont malheureusement, tristement pour elles, des pièces minimes, qui ne sont pas des pièces qui ont une valeur sur le marché ou qui ont même une valeur sculpturale, puisque ce n'est pas toutes les œuvres d'art qui sont d'une fracture de sculpture remarquable. Toutes les pièces ne sont pas des chefs-d'œuvre, toutes les pièces ne sont pas des belles pièces, et il y a des pièces qui sont des pièces aussi qui sont qu'on parle d'objets qui sont l'objet de sculpteurs, donc tous les sculpteurs n'étaient pas des grands maîtres. Il y a des pièces qui ne sont pas des pièces de qualité sculpturale, et donc il serait impossible de pouvoir identifier toutes les pièces. Après, on essaie d'identifier les pièces majeures, les pièces de qualité, les pièces appartenant à des musées ou à des grandes collections, ou en tout cas se baser sur les principes d'une pièce qui pourrait répondre ou à des qualités sculpturales ou à des qualités historiques. Parce que les pièces aussi qui font partie du patrimoine ou de l'histoire ont une importance. Ok, Ben, le problème, c'est qu'on est toujours souvent dirigé par le commercial. bien sûr. Ça, c'est un peu ça qui dirige, hein, mais moi qui m'engage beaucoup à ce que l'art africain soit connu un peu plus, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, parce que beaucoup peuvent aussi me contredire, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait des tellement grands efforts pour que notre art traditionnel soit vraiment connu, reconnu au point de vue universitaire ou au point de vue écologique. Donc je pense vraiment qu'il y a tout un travail à faire à ça pour que l'art traditionnel soit inscrit dans les manuels scolaires. Alors je parle sans avoir une maîtrise du sujet, en parlant du Congo sur place, en tout cas, puisqu'on parle que du Congo, mais dans tout cas de moi qui ai grandi au Congo et qui a eu ma scolarité à Kinshasa, je n'ai pas de souvenir de manuel scolaire qui parlait des traditions africaines, en tout cas à proprement dit. Donc, à moins que c'est changé depuis 20 ans, mais moi personnellement je ne l'ai pas vécu. Donc j'ai des doutes que c'est changé à ce niveau aujourd'hui. Donc il y a vraiment un travail à faire. Et c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que les pièces, les sculptures africaines, au-delà de ce qu'on peut penser, parce qu'on a toujours l'idée de penser que du fétiche et que de la pièce qui représente du pouvoir, on n'est totalement pas
pas uniquement dans ça, parce que c'est une partie, mais on est face à des représentations de toute l'histoire d'un patrimoine. Enfin, représentation d'un patrimoine qui est toute la représentation d'une histoire, d'un peuple, d'une région et d'une civilisation. Et donc, je pense que c'est primordial, effectivement, de pouvoir instruire ça, comme en Europe, on instruit l'histoire de l'art et on parle de l'histoire des royaumes et l'histoire des peuplades. Et je pense qu'en Afrique, on doit absolument, on doit enlever l'héritage colonial qui nous a en fait amputé de ça. Ben, tout ce qui peut être fait pour valoriser la congolais est à prendre. Maintenant, je doute que la digitalisation puisse apporter quelque chose de manière directe. On a un problème de reconnaissance, mais je pense, là on rentre dans un autre débat, je pense que pour que nos artistes, et c'est pas valable que pour le Congo, hein, même en Belgique ici, je veux dire que la plupart des artistes belges ont souffert du manque en fait d'enthousiasme de la part surtout des politiques. En fait, c'est une histoire qui est assez... Mais pour sensibiliser le monde, en fait, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et ce n'est pas qu'une histoire que du Congo. C'est-à-dire que nous devons être fiers de nos artistes. Et nous devons effectivement promouvoir cet art. Et la manière de promouvoir cet art, c'est justement pouvoir avoir des institutions publiques. Ces institutions publiques qui font la force de nos artistes et de notre patrimoine artistique. Aujourd'hui, si l'art africain a sa valeur marchande aujourd'hui en Europe, c'est grâce aussi au musée qui a eu, c'est grâce à l'évolution du musée du Quai de Branly à Paris, qui a fait que l'entrée de l'art africain au musée du Louvre, c'était une reconnaissance. Et quand une institution publique reconnaît un art par ses anthropologues, par tous ceux qui font en fait l'administration d'une culture, les gens autour de ça commercialement prennent confiance parce que bon, c'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. L'art, c'est aussi comme un marché boursier. Il y a des cotes. Et que si une action boursière est soutenue par l'État, c'est une action qui fera confiance aux acheteurs et aux investisseurs. Donc, si au Congo aujourd'hui, pour ne parler que du Congo, il faut que nos artistes en fait, soient soutenus par nos politiques, ben là, c'est là que ça commencera. Et ça commence effectivement par une institution publique, par des musées, où des collections peuvent être acquises, ou que certains artistes peut-être offriront même certaines pièces à des musées, des grandes expositions. Et alors là, par contre, quand vous revenez sur la digitalisation, ce qui est magnifique, c'est que la digitalisation dans cette mondialisation permet aujourd'hui ce que tout peut être regardé à travers le monde. Donc on n'aura plus besoin de venir nécessairement au Congo pour découvrir les artistes. Donc si demain, ils sont en train de construire un grand musée, je ne sais pas exactement quelle sera la finition de ce musée au niveau de la collection qui sera présentée à Kinshasa, la musique est montrée par les Coréens. Mais si dans ce musée, tous nos artistes sont représentés avec des expositions thématiques, on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir des livres, des catalogues, et que ça est disponible sur le monde web, dans le monde entier, ça va certainement les faire connaître au moins. Parce que tout le monde n'est pas apte à pouvoir venir découvrir les artistes dans les faubourgs de Kinshasa. Mais grâce à la digitalisation, comme vous dites, ça peut, mais ça ne fonctionnera pas avant le reste. Il faut vraiment, tout est une question de volonté politique. Et l'autre problème, c'est ça, c'est même avec, on parle de nos artistes contemporains parce qu'on parle de l'art, mais ça va de même avec nos artistes musiciens qui sont aujourd'hui dépassés par beaucoup d'artistes. Pourtant, nous, on a été tellement le fleuron de la musique africaine. Aujourd'hui, on ne l'est plus, ou on l'est très peu en tout cas. Hein, mais pourquoi? Parce qu'il manque de soutien de la part des politiques. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire propre au Congo. Hein. Beaucoup d'artistes souffrent de ça. Les Américains, par contre, sont très solidaires de leurs artistes. Les artistes américains font des cotes incroyables parce qu'ils sont soutenus par des fondations, des musées, des politiques, et après les collectionneurs qui suivent et qui s'y retrouvent en fait financièrement. Moi, je pense qu'on est dépassé par ça aujourd'hui. On n'est pas en recherche constante de revendication identitaire. Je pense que l'Africain et le Congolais sait d'où il vient, sait qui il est, et peut parler de son histoire. Maintenant, tout est une question de génération et aussi d'environnement. Aujourd'hui, le Congolais, bon, moi j'ai la chance d'être né Congolais, enfin né zaïrois, être né, avoir grandi, donc je connais ma culture, je connais les langues traditionnelles, donc j'ai vécu à l'intérieur, j'ai voyagé, je ne suis peut-être pas le meilleur exemple. Il y a des Congolais aujourd'hui qui sont aujourd'hui nés de parents nés en Europe. Ceux-là n'ont pas les mêmes accès, n'ont peut-être pas le même parcours. Donc, et ceux-là qui sont une recherche de revendication, certains se ressentent presque plus congolais, sont peut-être en perte d'identité. C'est un débat qui est beaucoup plus complexe, mais je voudrais voir à qui il vise exactement. Donc, je dirais que oui, pour moi, il serait mieux, effectivement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'histoire soit racontée par ceux-là même qui savent et qui connaissent leur histoire, ils connaissent leur parcours et qui pourront mieux en parler que quiconque. Hein, vous savez, nous en Afrique, dans certains pays, les pays arabes, ils ont l'écriture.
dans certains pays dans l'architecture, nous, on a la parole, hein, mais la parole, c'est quelque chose qui se perd. Et donc, la représentation, c'est pour ça que c'est très important, l'art. Là, en fait, c'est pour ça que j'essaie de répéter chaque fois quand j'ai des discours envers mes frères congolais, de dire que l'art, en fait, qu'on a repoussé, en fait, est un témoignage terrible, parce que c'est grâce à ça que la mémoire peut revenir. Parce que quand la parole se perd, c'est en ayant les pièces devant nous, les œuvres d'art, qu'on peut se souvenir, ah, mais tiens, voilà un siège du royaume Congo. Pourquoi? Ben parce que le royaume Congo, avant, il y avait des tribus qui étaient royales, il y avait des chefs, il y avait des notables, il y avait ceci. Pourquoi, en fait, il y a tel vêtement traditionnel? Pourquoi, en fait, il y a tel siège d'investiture? Ben parce qu'il y a eu ceci, ceci, là. C'est des moyens vraiment physiques de pouvoir entretenir la parole qui se perd. Sans ça, elle se perdrait complètement. Elle s'est déjà beaucoup perdue, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation terrible et que les mémoires de l'histoire restent intactes, mais pour ça, il faut qu'elles se répètent. Et je dois avouer, on ne doit pas nier que aujourd'hui, bon, on a vécu évidemment des guerres, des problèmes au Congo, mais ce ne sont pas des excuses. On a un retard quand même par rapport à la reconnaissance de notre patrimoine. Et on l'a souvent mis au fait en décalage du reste. Et pourtant, c'est par là même que tout doit commencer. C'est vraiment par la culture que les choses doivent se reprendre.